compte rendu. Dans la vie des peuples, il y a des dates qui déterminent une part décisive de leur destin. Le 26 mars 1991 en est une pour les Maliens. C'est ce jour que tout un peuple a décidé de tourner une page de son histoire au prix du sang et des larmes, ce qui a abouti à l'avènement de la démocratie. 23 ans après l'événement tragique, l'esprit du 26 mars reste intact dans le cœur des Maliens. Comme à l'accoutumée, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs. L'acte du chef de l'État vise à perpétuer la mémoire des centaines de Maliens tombés sous les balles de la révolution du 26 mars 1991. Dans une interview accordée à la presse, le président de la République a précisé toute la symbolique de la journée. Et pour Ibrahim Boubacar Keïta, les sacrifices de nos compatriotes ne seront jamais vains. C'est le sacrifice ultime consenti par les meilleurs des nôtres pour que aujourd'hui soit. Et ce sacrifice aurait pu nous éviter ce que nous avons connu. Tant il était magnifique le message du 22 mars et du 26 mars. Hélas, nous avons trébuché, nous avons fauté. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'effort de tous, nous nous sommes relevés, nous sommes redressés. Cette dignité retrouvée ne doit plus jamais nous quitter. En tous les cas, elle m'inspire et elle m'inspirera tout au long de mon mandat, chaque jour et chaque seconde, le souvenir de ces martyrs. Le 23e anniversaire de la révolution de mars 1991 intervient cette année dans un contexte du retour du Mali sur la scène internationale. L'événement est célébré également au moment où notre pays commence à recouvrer son intégrité territoriale, de quoi inciter davantage les Maliens à une unité d'action pour relever d'autres défis, notamment la réconciliation nationale. Hier soir, le président de la République s'est adressé à la nation. Pour lui, le 26 mars reste encore une fois une date majeure de notre histoire immédiate. Une révolution avec son lot de tristesse, sa part de sang et de larmes. Nous vous proposons un extrait de l'adresse du président de la République. Parents de martyrs des nôtres, sachez-le, ne sont pas sacrifiés en vain. Il ne saurait être question que la nation les oublie un instant. Le Mali est une grande nation. Nous sommes une grande nation parce que nous sommes une grande productrice de civilisation et d'humanisme brillant et fécondant. Nous sommes une grande nation parce que nous sommes une nation résiliente. Nous sommes une grande nation parce que nous sommes une nation capable de dépassement et de compromis. Nous sommes une grande nation parce que notre nation sait surmonter les passions, l'adversité et les rancœurs. Tous, toutes, fils, filles de la même nation, certes diverses, nous savons nous mettre d'accord sur l'essentiel, à savoir vivre ensemble. Chers compatriotes, nous devons alors rendre grâce à Dieu pour avoir fait de nous ce peuple majeur, ce peuple brassé qui, privilège exceptionnel, peut réunir pour les mêmes événements sociaux Moussa Traoré, Alpha Omar Konaré, Amadou Toumani Touré, Diongouna Traoré, Ibrahim Boubacar Keïta, comme il a su réunir héritiers de Dabo Sissoko et de Modibo Keïta. Oui, la nation malienne est une réalité tangible, un capital qu'il nous faut préserver et fructifier. C'est cette perspective qui inspire la commission Vérité, Justice et Réconciliation, récemment adoptée par l'Assemblée nationale du Mali. Exigence d'un temps de reconstruction, cet instrument s'appuiera sur les leviers de la vérité et de la justice, avec pour objectif d'œuvrer au retour définitif de la paix dans notre septentrion, où s'appliquera, comme dans les autres régions de notre pays, un processus de revue et corrigé de décentralisation. Aussi, le gouvernement doit être dans les jours à venir la stratégie mise en œuvre pour que, au-delà de la décentralisation, nous arrivions à la dévolution. Donc, l'exigence d'un autre État, le mouvement pour mieux d'État, afin que les citoyens soient centre et finalité du processus de développement national. En cela, nous resterons pleinement dans l'esprit du 26 mars. Tirant les leçons
du passé, nous ferons en sorte que toutes les légitimités, traditionnelles comme modernes, soient désormais représentées dans les instances de gouvernance locale, bénéficiant d'une large capacité de décision. Car l'État centralisateur jacobin a vécu. Il doit faire place désormais à un État dispensateur de justice, impartial et souveraine, digne et respecté, avec des citoyens égaux devant les opportunités et une armée véritablement outillée et motivée pour veiller la République et défendre l'intégrité du territoire national. Le président de la République a évoqué d'autres sujets d'actualité, la corruption et l'impunité, tout en réaffirmant que la lutte sera menée avec la dernière vigueur. Il a aussi parlé de la nécessité de maintien du cadre de dialogue dans la résolution des problèmes du Nord avant d'annoncer la tenue prochaine de concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Le président de la République. La corruption qui plombe notre économie, notre développement sera éternellement combattu, tout comme l'impunité. Nous l'avons compris et nous allons s'affaiblir dans cette direction. Elle ne sera pas celle de réformes cosmétiques, mais d'une modification profonde de notre rapport à l'État et du rapport de l'État aux citoyens. En cette veille du 26 mars, occasion solennelle de commémoration de la révolution malienne, qui a permis le dialogue avec la rébellion d'alors, puis la signature historique du pacte national en 1992, je veux renouveler mon appel au mouvement rebelle du Nord, qu'ils viennent autour de la table, qu'ils acceptent sans atermoiement et sans subterfuge le dialogue qui nous permettra de valider un avenir mieux assuré pour nos régions septentrionales aux vulnérabilités hélas réelles, qu'ils fassent en sorte qu'apaisés et mobilisés, nos frères et sœurs des camps de réfugiés puissent envisager sans tarder le retour dans leurs sites respectifs. Mais qu'ils viennent à ce dialogue tant attendu avec la certitude que l'État restera unitaire, un et indivisible. Chers compatriotes, le 26 mars 1991, la jeunesse était debout, certes pour exiger le pluralisme démocratique, devenu depuis une réalité dans notre pays, même s'il reste perfectible. Mais chez nos jeunes, il y avait également en lame de fond le désir d'avenir, d'un avenir différent, légitime et garanti. L'école et l'emploi sont les principales garanties de cet avenir. En 1994, un effort volontariste et méritoire avait créé l'Université du Mali, bien des décennies après les premières universités coloniales africaines. Fourabé Collège à Freetown, Sierra Leone, créé en 1827, Makerere Université créée en 1922, les grandes universités créées à Accra au Ghana en 1943, l'Université de Dakar créée en 1957, l'Oxumé à l'Est, Dakariensis Universitatis. Notre université nouvellement créée était de bien loin la cadette de l'Université du Niger créée en 1974, l'Université du Tchad créée en 1971, pour ne citer que l'exemple de ces deux pays qui partageaient avec le Mali les mêmes caractéristiques socio-économiques. C'est dire donc que notre université est une jeune université. Il fallait donc oser, et nous avons osé, comme vous aimez le dire. Mais nous ne mettons pas, chère jeunesse, pour autant la tête sous le sable. Nous savons que notre enseignement supérieur souffre de tares gravissimes, voire congénitales, qu'il faut immédiatement éradiquer, tant dans les domaines de la gouvernance, de la pédagogie, que de l'articulation formation-emploi. Les journées nationales de concertation incessamment prévues sur l'avenir de l'enseignement supérieur seront pour nous un moment de refondation du secteur vital de l'éducation. Aucun ordre d'enseignement durant notre mandat ne sera oublié, Inch'Allah. Nous ausculterons, nous échangerons, nous proposerons les justes remèdes et nous nous assurerons que ceux-ci seront correctement administrés, car le Mali peut et doit être au niveau des pays performants. Nous donnerons à notre jeunesse une chance à l'employabilité avec une formation de qualité, Inch'Allah. Mars 91, une date historique et inoubliable pour nous Maliens. 23 ans après, quel héritage pour la jeune génération. La rédaction est allée à la rencontre du professeur Ali Nouhoum Diallo et Aminata Dramane Traoré, deux figures qu'on ne présente plus, mais les deux n'ont pas le même regard sur l'évolution de la démocratie dans notre pays. C'est ce que nous dit Ibrahima Traoré dans ce dossier.
Drapeau en berne dans la capitale malienne, le pays rend hommage aux martyrs du 26 mars 1991. 23 ans après, les Maliens se souviennent encore de leur combat. Un combat pour la démocratie, la liberté, la solidarité, bref, pour la dignité du peuple malien. La chute de la dictature a ouvert vraiment le champ des libertés. Liberté de s'organiser, liberté d'association, liberté de parole, liberté de confession et liberté de commercer, liberté de créer, liberté de produire. Et naturellement, ce champ large de liberté a fait que c'est la libération aussi de l'individu. Il y a différentes formations politiques, c'est dommage que ce soit 150, hein, 3 ou 5 formations solides et fondées sur des idéologies claires aurait suffi. Le paysage médiatique, il y a une liberté d'expression, bon, même si le débat contradictoire, ouvert, de manière à constituer, à construire une opinion publique avertie, ce débat n'a pas lieu. Le paysage associatif, il y a des formes de liberté qui sont réelles, qui n'existaient pas avant Moussa Traoré. Ali Nouhoum Diallo et Aminata Draman Traoré, deux acteurs de la révolution de 91, n'ont pas le même avis sur le lendemain des événements. Si le premier porte un regard positif sur les 23 ans de la démocratie et de la liberté retrouvée, la seconde pense que la révolution est inachevée. Et ceux qui sont morts pour ce changement n'ont pas bénéficié, disons, enfin, des outils d'analyse nécessaires. Et jusqu'à présent, nous sommes dans ce type de situation où, ici et ailleurs, nous croyons qu'il suffit d'évincer un dictateur avéré ou désigné pour que la démocratie soit. Bon, c'est vrai que par ailleurs, la corruption, le népotisme, le clientélisme, tout cela exaspérait les gens. Mais je veux dire que nous n'avons pas encore appris à articuler ce qui se passe chez nous ici avec d'autres forces qui gouvernent. Nous avons cru que l'alternance politique suffit pour résoudre tous nos problèmes. Mais ça ne suffit pas. Tout ce qui compare les 23 ans du règne de Moussa Traoré et les 23 ans de la gestion du pays par les démocrates, par les républicains, s'ils sont objectifs, s'ils s'en tiennent aux faits, seront obligés de dire que les 23 ans de gestion des démocrates ont nettement plus fait avancer le Mali que les 23 ans de gestion de la dictature militaire et de temps en temps politique à travers l'UDPM de Moussa Traoré. Tout n'a pas été rose également. Loin s'en faut. Je préfère toujours voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Je préfère toujours dire qu'en tout homme sommeille une parcelle de la divinité que de dire en tout homme il y a une part de crapule. C'est-à-dire quoi tout ça? Tout ça, ça veut dire pour moi, je suis positif dans tout ce que je fais dans ma vie. Ça veut dire tout ça, je ne m'amuse pas à dire Amadou Madi ceci, à dire Alpha Omar Konere cela. Vous critiquiez tout à l'heure Moussa Traoré, le régime de Moussa Traoré. Oui, j'étais en train, je n'ai pas critiqué, j'ai dit comparons ce qu'ils ont fait et comparons ce que nous avons fait. Après 2 décennies de démocratie, que de défis à relever pour la jeune génération. La sécurité, l'unité nationale, l'école, la justice, la corruption, la liste est longue. On doit être outillé intellectuellement. Nous n'avons pas peut-être les moyens militaires de cette lutte, nous n'avons pas les moyens financiers et technologiques, mais il y a quelque chose d'essentiel, l'intelligence. Et faisons confiance à la capacité du peuple malien de comprendre, de décider. Donnons-lui les moyens de comprendre où va le monde. Je suis sûr que nous pourrons faire la différence. La nouvelle génération doit s'attacher à la qualité. La nouvelle génération doit s'attacher au mérite. La nouvelle génération doit s'attacher au travail bien fait. La nouvelle génération doit compter sur ses propres forces. Il ne faudrait pas
que la tentative aujourd'hui de diviser notre pays en deux réussisse, parce que nous n'avons pas de combattants, parce que nous n'avons pas d'hommes prêts à mourir pour leur patrie. Mars 91 demeure donc une date très symbolique de l'histoire du Mali. Le pays a enregistré jusque-là beaucoup de succès. Cependant, le constat est que malgré ces résultats, le sentiment d'inachevé de la révolution semble prédominer. Ibrahima Traoré, l'actualité sur un tout autre plan. Le programme pilote agriculture écologique et biologique aura très prochainement sa plateforme et ses organes de coordination opérationnelle. L'atelier de mise en place de ces structures a ouvert ses travaux au CICB, Centre international de conférences de Bamako. Compte rendu Nando Dambélé. Cet atelier fait suite à celui tenu à Dakar en 2012 et à l'étude des bases réalisée par les différents pays concernés par le projet agriculture écologique et biologique, à l'issue desquels le document du projet a été amélioré. L'objectif principal de la rencontre est la création de la plateforme nationale au Mali. The importance of this workshop is to bring cet atelier est de mettre ensemble toutes les parties prenantes qui appuient l'environnement de l'agriculture écologique et biologique au Mali. L'agriculture biologique a fait son entrée au Mali vers la fin des années 90 à travers le coton biologique. D'une manière générale, il constitue une réponse aux impasses de l'agriculture conventionnelle que sont la famine, les pollutions et le changement climatique. Il y aura beaucoup de choses que ce projet aura observé pour nous accompagner. Et c'est très important. Parce que si tu parles des produits bio seulement, c'est important pour un pays. Je pense que le Mali doit être nourri par les produits bio. L'objectif du dit atelier s'inscrit en droite ligne de la lettre de mission assignée au ministère du Développement rural du Mali. Nous serons 9 milliards d'Afrique d'humains en 2050. À la question comment nourrir cette population, nous devons répondre par la mise en action de modèles agricoles, de systèmes agraires respectueux de l'environnement et du climat. Au cours des travaux, les participants ont eu droit à la présentation du document du projet, des résultats de l'étude de base et du cadre de gestion et de coordination du projet. Rappelons que le projet agriculture écologique et biologique concerne 8 pays, à savoir l'Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Nigeria, le Bénin, la Tanzanie, l'Ouganda et le Sénégal. Toujours dans le domaine de l'agriculture, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest tient depuis ce matin sa 4e session du comité national de pilotage. La nouvelle phase de ce programme de 5 ans est un financement du gouvernement du Mali et de ses partenaires. Garibou Pérou. La première phase terminée en décembre dernier, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest Mali entre dans une nouvelle phase de 5 ans. Il entre avec un financement d'environ 30 milliards de francs CFA. Cette 4e session du comité national de pilotage va permettre donc aux administrateurs d'estimer la performance déjà obtenue et de proposer les nouvelles actions du programme. Dans un premier temps, il s'agit de mettre en place un cadre de coopération en matière de technologie dans les 13 pays de la sous-région, à travers un certain nombre de faits. On échange des technologies, on harmonise les réglementations communes. Le deuxième programme visera à mettre en place un centre de spécialisation. Au Mali, notre centre de spécialisation concerne le riz et pour lequel nous sommes vraiment la pièce maîtresse du dispositif. Et donc toutes les technologies en matière de riziculture vont être développées par le Mali et mises à la disposition des 13 pays. Cet ambitieux programme contribuera sans nul doute à faire la sécurité alimentaire une réalité et de l'agriculture le moteur de la croissance économique de nos pays. Je vous invite à analyser sans complaisance les différents documents et vous assurer que les activités proposées au titre de l'année 2014 cadrent bien avec les objectifs de notre ambition de transformer l'agriculture nationale. Parmi les défis que le programme compte relever pour les années à venir, on note celui de l'insécurité alimentaire. Pour cela, il promet d'intensifier la production en adoptant des technologies améliorées dans les filières agricoles prioritaires de notre pays.
Autre programme, le programme d'appui à la formation professionnelle doit démarrer la 4e phase de son programme. Pour cela, le comité de pilotage du programme s'est réuni au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour définir les angles d'intervention, discuter aussi des acquis. Le dit programme est cofinancé à hauteur de 11 milliards de francs CFA par SUSContact et la coopération suisse. Fatima Takone, compte rendu. Pour cette 4e phase, le programme d'appui à la formation professionnelle, les chantiers sont énormes. On peut citer l'implication du secteur privé et les organisations professionnelles dans l'identification des projets. Il y a aussi le renforcement et la diversification de l'offre de formation au niveau local. L'objectif de ce projet, c'est vraiment de contribuer à la formation de 15 000 personnes, donc des jeunes de plus de 16 ans. Dans différents secteurs, dont l'agriculture, l'artisanat et les services. Et je pense qu'à la lumière de ce qui a été atteint déjà dans les phases antérieures, nous sommes très satisfaits des résultats qui ont été atteints. Mes attentes, c'est vraiment que le projet travaille encore davantage sur la coordination des questions de formation avec les autres partenaires techniques et financiers. Pour mieux planifier et exécuter ces activités, les administrateurs doivent se doter d'un plan d'action de 4 ans qui nécessite 11 milliards de francs CFA, financé par la coopération suisse et SUSContact. Cette 4e phase touche à l'agro-pastoral, bâtiments, travaux publics. Je dois préciser que le programme intervient à la demande. Donc c'est les priorités des régions. En termes de bilan, le programme d'appui à la formation professionnelle a permis l'amélioration de sources de revenus de 15 000 personnes, dont 40% sont des femmes. Les régions concernées sont Sikasso, Mopti et Tombouctou. Le ministre du Logement a procédé hier à la remise de clés des logements sociaux de Kolokani à 20 personnes. Ces logements ont coûté environ 430 millions de francs CFA. Abdul Karim Kaba était présent. Ils sont 20 bénéficiaires à recevoir leurs clés des logements sociaux à Kolokani dans la région de Koulikoro. Cette cité fait partie de la tranche 2009-2010. L'inauguration et la remise de ces logements sociaux ont pris du retard et pour cause. Population de Kolokani, ce moment a été longtemps attendu. Attendu d'abord du fait de la crise multidimensionnelle que notre pays a connue de 2012 à 2013 et ensuite par le report de la programmation de décembre 2013 motivé par la non-fonctionnalité du système de distribution d'eau dans la cité. En effet, la réalisation du forage, du château d'eau et l'installation de la pompe submersible solaire ont connu quelques difficultés. Dieu merci, elles sont derrière nous. Ces logements sociaux de type F3B ont coûté environ 430 millions de francs CFA. Ils répondent à toutes les commodités. Les logements sont de type F3B Toll, composés d'un salon, de 2 chambres, d'un débarras et d'une toilette extérieure moderne sur une surface bâtie de 63 mètres carrés environ. Ils sont construits sur des parcelles viabilisées de 300 mètres carrés. L'on n'est jamais mieux que ce soit. Les heureux bénéficiaires ont rassuré le ministre du Logement quant au respect des engagements. Je suis vraiment comblé de joie aujourd'hui. Je suis très contente et très satisfaite. Je demanderai à tout et chacun de faire le paiement correct pour que d'autres aussi peuvent bénéficier après nous. Et puis la bonne tenue de ces logements aussi. C'est ce que je demande aux gens. Les maisons seront payées à 33 500 par mois et cela pendant 25 ans. Allons à Paris où le professeur Baba Akiba Aïdara, médiateur de la République, est en visite de travail. Et à Paris, il a rencontré l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Le médiateur de la République était allé solliciter l'accompagnement de l'OIF dans la mise en œuvre de la mission qui lui a été confiée. Qu'est-ce qui est sorti des échanges? Nous écoutons Baba Akiba Aïdara. Voilà. Je suis venu voir l'OIF dans le cadre d'un certain nombre de projets de coopération que je souhaite développer au bénéfice des services du médiateur de la République du Mali. Dans le cadre des réseaux de médiateurs ombudsman francophones et aussi pour essayer d'obtenir de l'OIF leur appui
soit matériel, soit autre, mais surtout leur accompagnement dans les projets que j'essaie de mettre en œuvre au Mali pour accompagner la nouvelle politique lancée par le président de la République, qui est la restauration de l'autorité de l'état de droit, et le retour de l'administration, une administration plus saine, plus humaine, plus compréhensible, plus efficace dans toutes les régions du pays. Toujours à Paris, le ministre de la Culture Bruno Maïga a co-présidé avec le président Abdou Diouf le vernissage d'une exposition sur les manuscrits de Tombouctou. C'était à la faveur de la Journée internationale de la francophonie, et l'exposition qui se déroule au siège de l'organisation fait la lumière sur les trésors de Tombouctou sauvés après l'invasion djihadiste de 2012. Outre les manuscrits, d'autres trésors de la cité des 333 saints sont également exposés. La voix, nous retrouvons Makanfi Konaté. Longtemps oublié, parfois sujet à mythes et souvent victime de préjugés, il aura fallu l'invention djihadiste de 2012 pour que les manuscrits de Tombouctou bénéficient d'autant d'attention sur la scène internationale. À la faveur de la Journée internationale de la francophonie, le secrétaire général de l'OIF, le président Abdou Diouf, s'est personnellement impliqué dans l'organisation d'une exposition au siège de l'OIF dédié exclusivement aux manuscrits de Tombouctou. Au-delà d'une simple manifestation de solidarité, le geste témoigne de l'universalité des savoirs contenus dans les manuscrits de Tombouctou et invite l'humanité à s'investir dans leur sauvegarde à travers leur vulgarisation. L'importance des manuscrits va au-delà de la langue. Ces manuscrits sont aujourd'hui écrits en arabe, mais les connaissances qu'ils sont censés contenir ne sont pas des connaissances maliennes, sont des connaissances, participent des connaissances universelles. Et la francophonie chez nous-mêmes, au Mali, la politique de la francophonie est associée à ce qu'on appelle la politique des cultures nationales. Les manuscrits Tombouctou sont aujourd'hui les plus célèbres au Mali, mais il n'y a pas de manuscrits qu'à Tombouctou. En ce moment, nous sommes en train de faire une collecte des manuscrits de Djenné. On a même retrouvé des manuscrits d'érudits musulmans et arabes à Sikasso. Et l'ONG Savama, qui dirige Aïdara, est en train de faire ces collectes-là. On va avoir un centre de manuscrits à Tombouctou pour les manuscrits du Nord et un centre de manuscrits à Djenné pour les manuscrits du Sud. Cette exposition, organisée avec le concours de l'Association des Maliens de Montreuil et l'ONG Savama, a été agrémentée par une dégustation de plats made in Mali. Puisque nous parlons de Tombouctou, revenons à Tombouctou alors pour parler de l'administration judiciaire qui est opérationnelle dans la cité des 333 saints. C'est ainsi que le procureur général près la cour d'appel de Mopti, après sa visite à Gao, s'est rendu dans la cité des 333 saints en compagnie du chef de bureau justice et correction de l'aménagement. L'objectif étant toujours de mieux s'imprégner des conditions de travail de l'administration judiciaire. À Tombouctou, nous retrouvons Yeya Tandina. Rendant à Tombouctou, le procureur général près la cour d'appel de Mopti en charge de l'administration judiciaire des régions de Kidal, Gao, Mopti et Tombouctou veulent s'imprégner des réalités sur le terrain. Cette mission confirme ainsi la reprise effective des activités de la justice dans la région de Tombouctou. La délégation s'est rendue successivement au commissariat de police, à la gendarmerie, à la maison d'arrêt et de correction et au quartier général des Nations Unies. Nous sommes ici pour travailler et assister les autorités nationales à renforcer l'état de droit dans nos nord. Comme la cour d'appel, ça se trouve à Mopti, là, il couvre toute la juridiction au nord du pays, Tombouctou, Kindal et Gao. La justice de Tombouctou est opérationnelle. La justice de Gao aussi, il faut le dire, est opérationnelle. Parce que ce nombre que vous voyez ici, à savoir le président du tribunal, à savoir le procureur de la République, à savoir le juge d'instruction, à savoir le greffier, ça fait partie du personnel essentiel d'un tribunal qui peut permettre de faire démarrer les travaux. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des jugements qui peuvent se faire, il y a des instructions qui se font. Donc le tribunal est opérationnel à 100%. La rencontre avec la notabilité de Tombouctou a été marquée par ce cri de cœur des sages qui ont invité la nouvelle équipe à gérer les contentieux avec équité, tout en rassurant le personnel de leur soutien pour la réussite de leur mission. Auparavant, la délégation avait rencontré les autorités régionales.
50 acteurs de la société civile des 3 régions du Nord participent à un forum de 3 jours à Gao. Les travaux consisteront à cadrer avec l'ensemble des organisations de la société civile le processus de reconstruction des 3 régions du Nord. De Gao, nous retrouvons Odrissa Akone. Ce sont 50 représentants des organisations fêtières de la société civile et des ONG locales qui participent à ce forum de Gao. Durant 3 jours, ces acteurs venus de Tombouctou, Kidal et de l'intérieur de la région de Gao échangeront sur les stratégies de communication et la participation de la société civile dans le développement de leur région. Nous attendons quand même, au sortir de ces 3 jours, de dégager quand même des stratégies, des moyens par lesquels tous les acteurs intervenant dans le cadre de la société civile puissent être informés de tout ce qui se passe du niveau national jusqu'au niveau régional, jusqu'au niveau local. Cette rencontre va nous permettre durant les 3 jours de discuter de tout ce qui est lié à ce que je viens de dire, les dispositifs internes du forum, d'abord pour notre propre organisation, notre sein, mais aussi de partager la vision du forum pour le Mali. Qu'est-ce que nous pensons pour notre Mali qui nous est très cher après tout ce que nous venons de vivre. À travers le thème partage de la vision du forum pour le Mali et des dispositifs internes, communication et redevabilité, ces responsables entendent forger une société civile forte, responsable et dynamique. Le forum des organisations de la société civile se veut un espace non formel qui crée une dynamique de collaboration, de concertation des fêtières et plateformes afin que celles-ci puissent dialoguer et défendre leurs positions sur les questions politiques de développement. Ce forum de Gao a eu l'appui financier de la GZ Allemagne, de l'Union européenne, de la Suède, du Danemark, de la Suisse et du Canada. D'un forum à un autre, mais cette fois-ci en 4e région, instaurer un cadre de dialogue entre les acteurs politiques et les responsables de la société civile, et cela pour consolider la démocratie dans notre pays. C'est l'objectif que vise ce forum qui se déroule à Ségou. Ce forum est une initiative de l'USAID à travers l'Institut national démocratique Kandesila. Le forum de Ségou regroupe les acteurs publics et les responsables de la société civile. Il s'agit d'instaurer un cadre de dialogue entre ces 2 entités pour recueillir les attentes et les préoccupations des populations en matière de gouvernance d'une part, et d'autre part permettre aux partis politiques d'alimenter leurs projets et programmes de société à partir des préoccupations réelles des citoyens. L'initiative s'inscrit dans le cadre du soutien de l'USAID à travers l'Institut national démocratique NDI au processus démocratique du Mali. Il s'agit d'échanger, de discuter dans la tolérance, le débat contradictoire, le respect mutuel sur le futur du Mali qui est à construire par tous les Maliens. Introduction sur le thème de la gouvernance, questions-réponses et travaux de groupe vont constituer le temps fort de ce forum qui permettra d'aborder plusieurs questions relatives aux droits sociaux et économiques, la lutte contre la pauvreté, la justice et la reconstruction et autres participations politiques et publiques de la femme. Nous apprécions hautement cet intérêt que l'USAID porte au processus démocratique en cours. Et je voudrais, au nom du gouvernement du Mali, dire à toutes et à tous notre profonde gratitude. Notons que ce forum, qui regroupe environ 300 participants, sera assorti de recommandations et des rapports de synthèse destinés au pouvoir public, aux partis politiques et aux institutions. Nous allons rester dans la région de Ségou avec la clôture de la première phase du projet accaparement des terres et son impact sur les droits socio-économiques des femmes rurales. La cérémonie de clôture de ce projet de Wildaf Mali a eu lieu à Massina, nous dit Honoré Tchenou. Causeries, débats et dons de matériel ont été les activités de cette cérémonie de clôture de la première phase du projet accaparement des terres et son impact sur les droits socio-économiques des femmes rurales. Un projet initié par l'ONG Wildaf Mali. Aujourd'hui, les femmes du cercle de Massina sont à la lumière du monde grâce à l'appui et l'accompagnement de Wildaf Mali depuis 2012. Nous avons bénéficié des séances de formation, de sensibilisation à l'accès des femmes à la terre et surtout
en autonomisation. Il s'agit d'une part, à travers cette causerie débat, de renforcer les capacités des femmes bénéficiaires du projet avec les modules se rapportant à la loi d'orientation agricole et la participation des femmes au PDSEC des collectivités territoriales. Et d'autre part, les doter du matériel de transformation adéquat pour une meilleure autonomisation. Après plusieurs rencontres, causerie débat sur l'accès des femmes à la terre, des sessions de transformation, séchage des produits maraîchers. Le WILDAF Mali est très heureuse de vous remettre des matériels de transformation et des recueils pour l'accès des femmes à la terre en langue bamanakan, peul et français. En procédant à la clôture de cette phase du projet, le préfet de Massina, Kantra Diawara, a félicité WILDAF et ses partenaires et mention spéciale en a été accordée à la femme malienne. En deuxième région, une mission du Conseil économique, social et culturel vient de sillonner les 7 cercles pour une rencontre d'échange. La rencontre de synthèse a permis aux chefs de service technique de l'État et les membres de la société civile d'actualiser le recueil annuel 2013. Seydou Traoré depuis Koulikoro. La présente rencontre de synthèse organisée par le Conseil économique, social et culturel est le couronnement de la tournée d'échange dans les 7 cercles de la deuxième région. À Koulikoro, les acteurs ont passé en revue le recueil annuel 2013 des attentes, besoins et problèmes de la société civile d'un côté et de l'autre, actualiser les 10 recueils pour cette année de 2014. Il s'agit de défendre un document qui, après être recensé, après être synthétisé, remis au président de la République. Un exemplaire est remis au Premier ministre et un exemplaire est remis à l'Assemblée nationale. Donc, cette particularité d'évoquer un problème et de le suivre est vraiment un élément très important qu'il faudrait évidemment faire à l'avenir. En deuxième région, les attentes, besoins et problèmes de la société civile sont nombreux et presque identiques par secteur, de l'agriculture à l'urbanisme et habitat, en passant par les secteurs de l'élevage, la pêche, l'éducation, la santé et autres. Les problèmes communs ont pour nom l'insuffisance de matériel et équipements, d'infrastructures, de formation et d'assistance. D'où l'intérêt de cette mission du Conseil économique, social et culturel pour la société civile de Koulikoro. Nous avons beaucoup apprécié ce passage du Conseil économique et social. Ça nous a permis de passer en revue tout ce qui avait été projeté l'année dernière. Nous avons fait la part des choses. Nous avons également fait de nouvelles propositions. Les autorités administratives ont salué et félicité le débat des fonds qui devra permettre à la mission du Conseil économique, social et culturel d'actualiser avec promptitude les attentes, besoins et problèmes de la société civile de la région de Koulikoro. Ouverture hier à la maison de la presse ici à Bamako d'un atelier ayant pour thème la lutte contre la corruption, investigation journalistique. Organisé par l'Union nationale des journalistes du Mali, cet atelier qui regroupe plusieurs associations de presse vise à renforcer les capacités des hommes des médias sur les techniques d'enquête et de reportage adaptées au traitement des actes de corruption. Daouda Sidiki Diarra était présent. La lutte contre la corruption est un impératif pour le développement d'un pays. Afin de permettre aux hommes des médias de mieux cerner le sujet, l'Union nationale des journalistes du Mali, UNAJOM, a organisé cet atelier. La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une